Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va traiter un sujet à l'image de ce que nous vivons actuellement, la pandémie du Covid-19. Vous entendez très souvent des phrases dont vous ne comprenez toujours pas le sens et qui sont en effet floues et qu'on entend pendant plus d'un siècle, comme le nouvel ordre mondial, l'après-pandémie. Ces notions sont plus des notions d'économie, de politique et de cinématographie. Oui, je dis bien des notions cinématographiques parce que ces expressions appartiennent bien au monde du cinéma. Vous avez bien vu des films comme La fin ou The Apocalypse Now, ou Le monde de l'apocalypse, The Day After, le monde d'après, ou alors dans l'économie, la sortie de la crise de récession de 2011 ou de 1927. Ces notions sont systématiquement transposées dans le monde de la médecine, la fin de la pandémie, après la pandémie. Et la question que vous vous posez souvent, en tout cas ceux qui suivent depuis un moment la théorie géométrique, est: est-ce qu'il existerait un lien entre la pandémie virale et la théorie géométrique? Et nous avons reçu dans des commentaires des questions beaucoup plus directes du genre: est-ce que les virus existent vraiment? Il y a des remarques aussi qui reviennent souvent dans les commentaires: la théorie du complot. On va traiter ces sujets différents dans cette vidéo. Et je commence par ici. Je dis que quand les gens ne connaissent pas la vérité et qu'ils ne possèdent pas de réponse, eh bien leur imagination a tendance à leur jouer de mauvais tours. Ils deviennent très susceptibles à croire n'importe quoi et surtout à perdre le sens de la raison. Dans notre histoire contemporaine, et même si on retourne très loin dans le passé, on retrouverait beaucoup d'événements similaires. Dans les années 80, par exemple, certaines catégories sociales ont été cibles d'actes de stigmatisation et d'harcèlement. Je parle des professionnels de sexe et des homosexuels. Et pas plus récemment, des populations asiatiques ont été agressées partout dans le monde à cause de cette triste présumée pandémie virale du Covid-19, et des structures ont été fermées aux populations au nom de la science. Même certaines associations de lutte contre la stigmatisation, je pense ici à Alice et à la LCS, qui mènent une forme de stigmatisation mondiale, toujours au nom de la science. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser: de quelle science parle-t-on? Pour être catégorique, quel que soit votre rang social, croire en la théorie du complot est une forme d'ignorance. Parce que cette théorie se base sur le seul principe qu'on peut accuser des gens juste parce qu'on ignore la vérité. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Vous suivez depuis un moment notre chaîne, la théorie géométrique, et nous sommes certains que vous possédez déjà quelques éléments de réponse. J'insiste pour l'occasion sur le fait que si vous voulez avoir votre propre opinion, il faudrait être au top de votre concentration et surtout ne manquer aucun épisode. Même si nous partons sur une hypothèse que les virus existent vraiment, comme vous le savez maintenant, une maladie n'est que la conséquence d'un écart géométrique. Et il faudrait avoir une imagination débordante pour croire qu'un virus est à l'origine d'un écart géométrique. Donc, il existe deux éventualités: un écart géométrique qui évolue spontanément, cet épisode que nous allons diffuser au cours de la semaine ou la semaine prochaine, un écart géométrique qui
survient sur un état géométrique plus ou moins stable, mais sous l'impact d'une exposition. Maintenant, vous comprenez que c'est l'exposition, ou bien les deux éventualités en même temps. A priori, les virus n'y sont pour rien. Ils ne peuvent pas être responsables de ces cas de figure. Ce raisonnement nous semble tenir, mais il est trop facile. Et vous avez tout à fait le droit de prendre ce chemin qui est la voie la plus courte vers la vérité. Mais d'un autre côté, vous êtes devenu expert en théorie géométrique et vous adorez les défis et vous préférez tenter de suivre une méthode beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigoureuse, et c'est tant mieux. Confronter les deux théories et les soumettre à des épreuves de solidité, des épreuves qui permettent de déterminer quelle théorie est cohérente et quelle théorie va s'écrouler. Va essayer de faire le clash, si vous voulez, des théories. Pour comparer ces deux théories, nous allons poser deux questions. La première, même si je vous ai habitué à utiliser par moment le langage classique pour effectuer une transition vers la géométrie, ici je vais être impitoyable envers la théorie géométrique et je supprimerai cette règle. C'est-à-dire, personne ne viendra nous accuser d'être partial. La deuxième condition est qu'aucune sorte de croisement des théories ne sera accepté. De toute évidence, nous ne pouvons accepter d'argumenter en ayant recours à plusieurs théories, alors que du côté opposé, on a affaire à une seule théorie. Ce pari me semble bien, puisque connaître notre valeur pourrait passer par une comparaison, par un clash avec ce que valent les autres théories. En tenant compte de ces deux règles, nous allons répondre à trois questions. La première, que dit la théorie des virus? La deuxième, que dit la théorie géométrique? Et la troisième, où est la réalité? À la fin de cette analyse, vous serez amené à noter sur une échelle de 0 à 20 sur 20 la solidité de chacune de ces deux théories. On fait une petite pause et on revient dans quelques secondes. Profitez-en pour aimer cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. La cellule ou cellula est la plus petite unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Les cellules eucaryotes sont formées par une membrane cytoplasmique, une solution aqueuse, le cytoplasme, le nucléus, ainsi que des millions d'autres structures qui baignent à l'intérieur de la cellule, des organites. Voici une cellule avec sa membrane plasmique, son noyau ainsi que le cytoplasme. D'abord, la membrane cytoplasmique. Cette membrane cytoplasmique isole la cellule de l'environnement extracellulaire et surtout il permet de maintenir un certain équilibre à l'intérieur de la cellule. Dans le liquide cytoplasmique baignent des millions de structures appelées des organites et dont le plus visible, l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, encore appelé le dictyosome, se présente sous la forme de petits sacs et qui joue un rôle dans la production des protéines par l'assemblage des différents types d'acides aminés et par la fixation des hydrates de carbone. Deuxième type des organites, les lysosomes. Ce sont des organites appelés aussi des vésicules de sécrétion qui vont transiter
par le cytoplasme vers l'extérieur de la cellule et il véhicule des protéines produites à l'intérieur des cellules, des hormones et des enzymes. Troisième type d'organites, les centrioles, d'où émergent des millions de fibres protéiques, des microtubules. Ces fibres protéiques interviennent surtout dans la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire, mais ils interviennent également dans la mobilité des différents organites à l'intérieur du cytoplasme. Cette notion est particulièrement intéressante pour le fonctionnement, la survie et l'adaptation de la cellule par rapport à son cycle. Les mitochondries. Véritable poumon de la cellule, les mitochondries sont le siège des différents métabolismes cellulaires. Type d'organite, le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique qui joue un rôle dans la synthèse des protéines et qu'on peut distinguer de l'appareil de Golgi par ces petits granulés à la surface des ribosomes qui, eux, participent à l'assemblage des différents acides aminés. Ce réticulum endoplasmique peut être parsemé à sa surface par peu ou par beaucoup de ribosomes. Et en fonction de la densité de ces ribosomes à sa surface, on l'appelle soit un réticulum endoplasmique rugueux, soit un réticulum endoplasmique lisse. Ces ribosomes peuvent être évidemment libres dans le cytoplasme ou être liés à des ARN messagers et ce complexe ribosome ARN messager est un polysome. Et enfin, le nucléus ou le noyau de la cellule avec sa membrane nucléaire qui est perforée par de nombreuses petites ouvertures, des pores par lesquels transitent les échanges entre la cellule et son noyau. Question numéro 1. Que dit la théorie des virus? Ce que dit la théorie des virus n'est étranger pour personne. Premièrement, la maladie virale est une maladie contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre. Deuxième élément, la théorie des virus dit qu'il existe des modalités de transmission. Une transmission par contact direct, un contact physique, qu'il soit que ce contact soit un contact sexuel ou non, ou autre. Une transmission indirecte par des instruments comme une seringue, par exemple, par des animaux, par l'eau, par le son et ses dérivés. Et il peut y avoir une transmission par voie aérienne. La théorie des virus dit aussi que la maladie virale est provoquée par la présence dans le corps d'une sorte de poison, virus en latin, et ce poison pénètre dans les cellules et les détruit. La théorie des virus dit également que ce poison s'empare du matériel génétique de la cellule hôte et il s'en sert pour se multiplier. Donc globalement, voilà les 4-5 éléments qu'on peut attribuer à la théorie des virus. Après avoir présenté cette théorie, on va la tester à l'épreuve des solidités. Premier élément, le terme virus est un terme antérieur à la théorie des virus qui correspond à un poison et un poison ne se multiplie pas. Cela est une première aberration. Deuxième élément,
la maladie virale est contagieuse. Eh bien, il n'est pas contagieuse. Le taux de reproduction de base pour le Covid-19 n'est que de 1,4 à 2,5. C'est un taux de reproduction qui est faible, voire non contagieux. C'est pareil quand on parlera du SRAS et de la grippe saisonnière, on a les mêmes taux de reproduction de base. La rougeole a un taux de reproduction de base de 18 à 25, donc qui n'est pas extrêmement contagieuse. Le VIH, on parle dans les années 80 de 1/3 des rapports sexuels infestants. Le troisième élément, c'est que les virus est responsable de signes cliniques, comme la fièvre. La fièvre n'est pas retrouvée dans plusieurs types d'infections virales. La fièvre est retrouvée en dehors de toute infection virale. On pourra appliquer ce raisonnement pour tous les signes cliniques, comme l'ictère, comme l'asthénie, comme l'anosmie. Quatrième élément, c'est que le virus pénètre dans la cellule et la détruit. Il n'existe aujourd'hui aucune preuve scientifique que le virus détruit la membrane cellulaire et la cellule, parce qu'il existe d'autres hypothèses. Et ces hypothèses n'ont jamais été explorées. Comme le virus était à l'intérieur de la cellule avant son éclatement. Ou bien le virus est entré dans la cellule après son éclatement. La destruction de la cellule par le virus est une simple hypothèse parmi les autres. Donc ici, on n'est pas certain de ces notions-là. Il existe bien une quatrième hypothèse, mais elle concerne la théorie géométrique. Nous garderons donc cette hypothèse pour plus tard. Cinquième élément, c'est que le virus s'empare de l'ADN de la cellule hôte pour se répliquer. Même si nous supposons que la théorie virale connaît déjà que ce poison correspond à de l'ADN, ce qui n'est pas le cas, cela correspond à de la simple spéculation, de l'imaginaire, parce que la probabilité de trouver un ADN de la cellule compatible à un ADN à ARN exogène est tout simplement quasiment impossible statistiquement. Pour résumer, cette théorie virale, on est en face d'un poison qui peut se répliquer, qui est une aberration. Que ce poison qui vient de l'extérieur, que finalement il n'est pas contagieux, contrairement à ce qu'on prétend, et malgré tout retrouvé chez une grande et large partie de la population adulte et des enfants. Ce poison provoque une maladie et pourtant il existe des personnes porteuses de virus et qui ne sont pas malades. Et en plus, il existe des personnes qui présentent des signes de la maladie et qui ne portent pas le virus. Le virus détruit les cellules est une simple hypothèse parmi au moins 4 autres hypothèses. Donc, et surtout, le comble de l'affaire, c'est que cette théorie ne nous donne aucune idée sur la nature de ce poison. Et pire encore, cette théorie prétend que ce poison est capable de se répliquer avec une cellule. Voilà. Je donne à chacun, à la fin de cette petite analyse sur la théorie virale, je donne à chacun de vous le choix de noter sa solidité, la solidité de cette théorie, sur une échelle de 0 à 20 sur 20. Vous avez ce choix, nous avons assisté sur ces deux conditions de départ, pas d'entrecroisement des théories. Et puis chaque théorie doit se débrouiller toute seule par son propre langage. C'est avec ces deux conditions qu'on peut vérifier si la théorie virale tient le coup ou pas. On fait une petite pause, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne et on va s'attaquer dans quelques secondes à la solidité, à l'épreuve de solidité de la théorie géométrique. On se dit à tout à l'heure.
Donc, question numéro 2. Que dit la théorie géométrique? Rappelez-vous que nous avons dit que la théorie géométrique est une théorie basée sur l'étirement. Cet étirement survient à la suite du passage du corps d'un état géométrique A vers un état géométrique B. Quand les possibilités élastiques sont dépassées selon les lois physiques, la membrane cytoplasmique se déchire et la cellule ainsi que sa membrane libère vers l'extérieur ses constituants. Alors ces constituants de la cellule qui seront libérés, ce sont le cytoplasme, qui est une solution aqueuse, l'ADN et l'ARN nucléaire qui est intact ou modifié par la suite, l'ADN ou l'ARN mitochondrial intact ou modifié par la suite, et puis les différentes membranes, la membrane nucléaire, la membrane cytoplasmique et ce qu'on appelle les organites, l'appareil de Golgi, les ribosomes, les mitochondries et les vésicules. Tous ces constituants peuvent être retrouvés seuls ou collés les uns aux autres, ce qui les préservera provisoirement de la dissolution. Alors, les acides nucléiques ou mitochondriaux de l'ADN et l'ARN extraits de leur environnement vont subir des modifications sur les lois physiques. Voilà ce que dit généralement la théorie géométrique. Vous avez déjà presque la réponse à toutes vos questions. Pourquoi retrouve-t-on plusieurs types d'ADN dans une cellule? Bien, une cellule intacte comporte deux types d'acides nucléiques. L'ADN ou l'ARN, soit au niveau du noyau, soit au niveau des mitochondries. En cas d'éclatement de la cellule par les tractions géométriques, si ces acides nucléiques sont extraits de leur environnement, ils deviennent instables et ils se désintègrent naturellement. On est en présence de deux types d'acides nucléiques, mais qui peuvent perdre progressivement des fragments et devenir différents des acides nucléiques initiaux. C'est relativement simple, clair et précis. Voilà, donc maintenant, on va faire le clash des théories. La vérité. La vérité est ce que nous voyons, ce qui nous dispense d'une interprétation. Ce qui est incontestable, c'est que la microscopie électronique a permis d'identifier des éléments inhabituels chez les personnes suspectées. Ces éléments retrouvés correspondent à un ADN ou à un ARN différent de l'ADN habituel. Et puis, le microscopie électronique a permis aussi d'identifier les membranes cellulaires, les membranes cytoplasmiques en l'occurrence. La PCR permet d'identifier les acides nucléiques de l'ADN ou de l'ARN différents des acides nucléiques habituels, et les tests immunologiques tels que l'ELISA ou le Western blot recherchent des gamma-globulines anti-ADN déformés. Conclusion pour faire la synthèse. D'un côté, on a une sorte de révélation diabolique avec une véritable cassure entre la vérité, la réalité qui dit qu'il existerait dans votre corps et même dans l'air ambiant une sorte de poison nommé virus, dans une langue qu'on ne parle même plus depuis longtemps, et que vous devez porter des cagoules et que vous devez vous écarter de votre société parce qu'on n'est même pas sûr que vous allez être attrapé. Et qu'on n'est même pas sûr qu'il va nous tuer et que ce poison peut se multiplier. Autant d'imprécisions, autant d'incohérences qui font que cette théorie passe facilement à la trappe. Et qu'en plus nous devons faire une série de prélèvements vulgaires et stupides pour finalement découvrir qu'il s'agit en fait d'un malheureux ADN ou ARN un peu différent de l'ADN et de l'ARN que nous avons habituellement de voir. Donc c'était le premier côté. Le deuxième côté, on a une simple notion mathématique. Votre squelette n'a pas observé ces 60 dernières années des règles physiques
qui permettent de le préserver. De ce fait, vous avez été victime d'un écart géométrique progressif qui vous donne une impression de manque de forme et que de temps en temps, vous avez soumis ce squelette qui a déjà pris un coup à une exposition non adaptée et que vos cellules sont des cellules éclatées, et que vos cellules sont déjà étirées depuis longtemps, risquent d'éclater. Leur éclatement va libérer leur contenu et ce contenu, c'est de l'ADN, c'est de l'ARN, c'est des membranes, c'est des ribosomes, c'est un appareil de Golgi, ce qu'on appelle des organites. Et que, en plus de cela, vous n'avez même pas besoin ni de PCR, ni de TDM, ni de Western blot, ni d'ELISA pour savoir que vous aurez pendant quelques temps ces stigmates dans votre sang. Alors, si au préalable vous ne prenez pas des mesures qui stabilisent un peu votre état géométrique, la théorie donc s'en sort pas mal et s'en sort même très bien. Alors, de tous les points de vue, là où il y a une rupture entre la théorie des virus et la réalité qui nécessite d'effectuer un saut presque inimaginable, notre théorie garantit une continuité mathématique et qui prédit avec précision les résultats de vos examens qui sont de ce fait totalement facultatifs. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je le dis souvent que les théories, que ce soit la théorie des virus, sur l'immunité, on en parlera, sur l'hérédité, sont d'infâmes calomnies, et surtout vous comprendrez aujourd'hui pourquoi je suis tellement fier de cette théorie géométrique. Voilà, cette vidéo était mon cadeau de fin de cette première saison. Il reste les états géométriques qui évoluent spontanément et les états géométriques irréversibles, les vidéos qui courtes, qui durent un peu autour de 20 minutes. N'oubliez pas de noter ces deux théories, je vous communiquerai ma note personnelle. Nous vous présenterons en 2 vidéos les 30 fondements de la théorie géométrique et aussi les lexiques de cette magnifique théorie. C'était avec vous le Dr Wahir. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et portez-vous bien.